Simple produit marketing ou véritable œuvre à part entière? Est-ce que les bandes annonces en révèlent trop aujourd'hui? Elles nous montrent. Pourquoi? Et c'est quoi la différence entre les bandes annonces, trailers, teasers et j'en passe? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo dans ce nouveau décor. Aujourd'hui, on ouvre un gros dossier consacré à l'histoire des bandes annonces. Les bandes annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elles commencent par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable Arthur! C'est quoi tous ces machins-là? qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet. La bande-annonce est généralement commentée par Une voix grave. La voix d'un homme de 2,15 m qui fume 3 paquets de cigarettes par jour depuis sa plus tendre enfance. Elle doit être intelligente et provocatrice, autrement dit, montrer tout un tas de choses qui explosent. Et pour finir, il y a le montage final. Tout simplement conçu pour vous exploser les quelques neurones qu'il vous reste au fond du bulbe. Tout ceci pour finalement vous révéler le titre du film, suivi de la date de sortie, qui permet aux spectateurs de s'organiser en fonction. Pourquoi est-ce qu'on parle des bandes annonces? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je m'intéresse au sujet qui n'intéresse personne? Comme je l'avais fait par exemple pour l'histoire des sous-titres. Parce que perso, je suis toujours intéressé par comprendre comment les choses sont décidées. Pourquoi tel type de bande annonce plutôt qu'un autre? Qui les fabrique? Pourquoi ils spoilent? D'où ça vient? Bref, tout ça, on va tenter d'en parler ici. Et d'ailleurs, ce sujet m'intéresse tellement que la première vidéo de cette chaîne, il y a plus de 10 ans maintenant, et oui, c'était une bande annonce. S'il vous plaît, n'allez pas la regarder. J'avais encore un petit peu de cheveux. Et pour commencer, c'est quoi mon rapport personnel à la bande-annonce? Eh bah, la première qui m'a marqué, c'est celle du plus grand film de tous les temps, du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Ce film, je l'ai attendu pendant une année quand j'avais 13 ans, entre 2002 et 2003. Je pensais qu'à ça, j'étais totalement impatient. Et un jour, je tape par hasard sur internet, leseigneursdesanneaux.com. Et là, quelle ne fut pas ma surprise? Le site existait. Mais surtout, chose incroyable, il y avait une bande-annonce du Retour du Roi. Et vous savez quoi? Je l'ai regardé. Mais je l'ai regardé, et regardé, et regardé. Encore aujourd'hui, je suis capable de vous la réciter par cœur. L'œil de l'ennemi se déplace. La fin est là. Mais surtout, c'est la première fois que je me rendais compte qu'une bande-annonce pouvait être différente du film final, qu'une bande-annonce pouvait manipuler les images. J'étais un peu déçu de la façon dont Aragorn criait son discours face à la Porte Noire, car l'intonation n'était pas exactement la même que celle dans la bande-annonce, et aussi de voir qu'il y avait moins de monde. Mais en fait, c'était tout simplement parce que les images montrées étaient plutôt celles de la charge des Rohirrim. Et depuis, j'aime bien analyser les différences. Pas pour me plaindre de « c'est pas comme dans la bande-annonce, hein !» Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins tout le temps que les images sont modifiées, sont manipulées, pour vous faire croire à une certaine piste et en fait en prendre une autre. On parle d'aujourd'hui, mais les bandes annonces, ça existe depuis presque le début du cinéma. Et leur format a énormément évolué depuis. Et avant de se lancer dans cette historique, on dit toujours que les bandes annonces d'aujourd'hui en révèlent beaucoup trop. Voici la bande annonce de Rocky 1. Attention, ça spoil la fin de Rocky 1. Oui, c'est la fin du film. Donc non, c'est pas nouveau. Au contraire, je pense même que maintenant les images sont mieux manipulées. Mais du coup, comme je disais, les bandes annonces, ça fait un moment que ça existe. Juste avant qu'on se lance dans l'historique, je ne suis pas un professionnel de l'histoire des bandes annonces. Donc si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à rectifier en commentaire s'il vous plaît. Alors, plongeons ensemble dans l'histoire de la conception des bandes annonces. Avant que le cinéma ne s'installe partout, il était dans les fêtes foraines. En France, en fin 1800, début 1900, on promeut cette attraction Éclairé à l'électricité. Les tourneurs des projections foraines achètent au maître les bandes des frères Lumière, de Gaumont, Pathé ou encore chez Méliès. Et parfois, il leur arrive de manipuler les bandes pour en modifier les titres et les rendre plus vendeurs. Un siècle d'avance sur les miniatures putaclic. Et ces projections foraines, elles sont annoncées et commentées à voix haute pour attirer le public. En somme, c'est le début de la voix off et de la bande-annonce. Aux alentours de 1908, on mentionne Victorin Jasset qui adapte les aventures de Nick Carter. Rien à voir avec les Backstreet Boys. Un comic book qui est adapté en 6 épisodes dans ce qu'on appelle les serials ou films à épisodes. À la fin de la projection de chacun de ces épisodes, on montre au public un aperçu de l'épisode suivant pour aguicher les spectateurs et spectatrices. Mais c'est en 1913, avec The Adventures of Kathleen, que débute véritablement la pratique du movie trailer, soit littéralement film à la remorque. Oui, le mot trailer, ça veut dire remorque. Donc quand on tease un trailer, c'est qu'on aguiche une remorque. Vous faites ce que vous voulez de cette information.
Donc on était en 1913, et c'est cette même année qu'on recense la première véritable bande-annonce. Niels Thor Granlund, star de la radio et responsable de la publicité pour les salles de Marcus Lowe à New York, conçoit une bande promotionnelle. Un film court qui annonce The Pleasure Seekers de Broadway au Winter Garden Theatre. Le but c'est donc de créer un court-métrage pour promouvoir le musical. Alors Niels, notre publicitaire, ce qu'il fait c'est qu'il veut tourner une scène assez simple pour appâter le public. Un mari jaloux tire sur sa femme danseuse parce qu'il ne veut pas qu'elle participe à un show. Tout est prêt pour le tournage, mais au dernier moment, on se rend compte que l'éclairage n'est pas suffisant dans le théâtre. Alors Niels, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il décale le décor à l'extérieur sans prévenir personne. Hop, on tourne, hop, un coup de feu, et forcément, puisqu'il n'a prévenu personne, la police débarque. Et voilà qu'un attroupement se fait autour du tournage. Les gens paniqués ou intrigués viennent voir cette danseuse, mais Niels, il est pas bête. Avec son caméraman, il filme le tumulte, puis, l'air de rien, s'éclipse avec tout le matos. C'est littéralement le même procédé que les bandes annonces de Paranormal Activity ou des pranks qu'on peut voir aujourd'hui, notamment pour promouvoir les films d'horreur. La scène, elle est même reportée dans les médias et Niels finira par avouer qu'il en est la cause et que personne n'a été blessé. Et donc forcément, on parle de cet événement et donc du film The Pleasure Seekers. Dès lors, le Suédois sera engagé pour tourner d'autres petits films, ou plutôt des spots, notamment pour les films de Charlie Chaplin, mettant en avant ce qui fait l'allure iconique du personnage de Charlot. Entre 1916 et 1920, les trailers commencent à faire partie de la norme, avec les titres, les comédiens et comédiennes présents, les phrases d'accroche et surtout, on lance la stratégie des promotions multi-supports, c'est-à-dire les posters, slogans, les interviews des acteurs, etc., etc. En 1920, 3 publicitaires deviennent les personnes les plus cotées pour réaliser les bandes annonces. Joe Pollack, Akiba Winberg et Tony Grell. Et ensemble, ils fondent la National Screen Service, ou NSS, qui va concevoir les trailers pour la majorité des studios. C'est le début de la normalisation des bandes annonces. Et la NSS, elle va avoir le monopole total de la conception des bandes annonces pendant 40 ans. Mais avant d'arriver à la fin de la NSS, il y a un petit événement qui débarque dans le cinéma. Le cinéma parlant. Du coup, hop, tout de suite, on vante les mérites de telle ou telle technologie. Et ces mérites entrent aussi dans la standardisation imposée par la NSS. On retrouve tous ces éléments qui apparaissent grâce au son, le bruit de la typo, la voix off, la narration, la musique rythmant le montage. On passe en revue les protagonistes, on assiste sur l'aura des stars, suivi du récit du film. Et c'est en 1927 que sort la première bande-annonce pour un film parlant, Le chanteur de jazz. Une bande-annonce de 7 minutes. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo consacrée à l'histoire des sous-titres. Et donc cette fameuse bande-annonce, elle s'ouvre comme ça. Ladies and gentlemen, I am privileged to say a few words to you in this most modern and novel manner. Et suite à la Seconde Guerre mondiale, le cinéma doit continuer à se démarquer face au succès croissant de la télévision. Elle doit montrer la grandeur, le spectaculaire. Alors on montre les péplums, les westerns, les films d'aventure, les films musicaux, et surtout, on vend toujours les mérites des innovations techniques, comme le cinémascope par exemple. Ce sera d'ailleurs Marilyn Monroe qui sera la première star sous le format du cinémascope. Petit à petit, on met en avant les réalisateurs des films dans les bandes annonces, car ils deviennent des valeurs sûres, quelque chose auquel le public peut se raccrocher. In a world, C'est aux alentours de 1963 que cette fameuse locution devenue culte in a world, commence à prendre son essor. mankind to hear one man, me. Car oui, un certain Don Lafontaine, tout d'abord connu pour avoir travaillé à la radio, crée une société de conception de bandes annonces. Don Lafontaine, il est également appelé Vogue, ou The Voice of God, ou encore The King of the Movie Trailers, ou Thunderstruck, soit Gorge de Tonnerre. On dirait plutôt le nom d'un acteur porno. Soit. In a world that's powered by violence. In a world where great risks. in a world without gas. Et entre 1975 et 1989, oui, je suis suisse, 1975 et 1989, on passe à l'avènement des blockbusters. Le premier film considéré comme tel, c'était Quo Vadis. Millions of persons have already seen and applauded MGM's mighty Technicolor spectacle. À qui on a affilié le nom de blockbuster, car Laura Odello, une critique cinéma de la revue Variety, l'avait qualifié de box-office blockbuster. Un blockbuster étant la bombe la plus puissante utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si je vous parle des blockbusters, c'est parce que c'est des films qui ne visent pas à s'installer petit à petit. Non, non. Il faut que leur sortie soit un événement. C'est un enjeu médiatique, il faut arrêter de compter sur le bouche à oreille, il faut que ça soit massif. C'est pour ça que Les Dents de la Mer sort le premier jour dans 400 salles.
À l'époque, c'était beaucoup. On sature le marché, notamment avec la bande-annonce. On y glisse la frayeur de la musique de John Williams. Who has survived millions of years of evolution without change. Et cette façon d'inscrire la terreur dans les bandes annonces, elle provient déjà des années 50, pendant la guerre froide, où le climat de tension s'incrustait déjà dans les films de SF paranoïaques, comme Les Envahisseurs de la planète Mars, La guerre des mondes, Les soucoupes volantes attaquent, etc. etc. On parle de musique angoissante, mais quelques années plus tard, on assiste à la création de Real-Time Music Incorporated. Real-Time Music Incorporated. Musique en temps réel incorporée, je crois, qui est créée par Andrew G. Cohen. L'objectif il est simple, fournir des musiques pour les bandes annonces. C'est ainsi qu'il participera au succès, excusez du peu, de Ghost, Aladdin, Forrest Gump, Braveheart, Titanic ou encore Matrix. Des petits films pas bien connus en somme. Les années 90-90 débarquent avec une grosse révolution, le numérique. Pas les caméras numériques, ça viendra plus tard, mais la possibilité de faire du montage par ordinateur. Et là, on débarque dans une ère de tous les possibles. Parce qu'on peut plus facilement déplacer des plans, les couper, les remonter, ajouter des effets. Alors les bandes annonces s'accélèrent, on a de la surenchère visuelle, faut que ça pète avant de raconter quelque chose. Alors, on a pété les plans. This summer, get ready to rock. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 70, 70, le nombre de plans d'une bande-annonce tournait autour des 30. Dans les années 90, 90, on est bien au-delà des 100 plans en moyenne. Et en plus des bandes-annonces, ce qui va commencer à débarquer dans ces années-là, c'est les teasers. Comme je l'ai dit plus tôt, teaser vient de teasing qui veut dire aguicher. Et avec l'essor des blockbusters, on assiste à de plus longues campagnes publicitaires. À l'époque de sa sortie, Terminator 2 bénéficie de la plus longue campagne publicitaire consacrée à un film. On programme 3 teasers et bandes-annonces. Le premier teaser, 9 mois avant sa sortie, en présentant une séquence qu'il n'y aura même pas dans le film. I'll be back. 5 mois plus tard, un deuxième teaser révèle qu'il y a 2 Terminator. Et la troisième publication, c'est une bande-annonce qui révèle au public que le méchant du premier film, le T-800, sera du côté des gentils. On arrive donc fin des années 90, 90 et début des années 2000. Et là aussi il y a une autre petite révolution. Internet. Et ça implique beaucoup pour les bandes annonces. Star Wars 1, la menace fantôme, fera partie des premières victimes avec de gros guillemets. Les premières vidéos pirates de la bande-annonce sont filmées en salle, puis distribuées partout. Lucasfilm finira par poster la bande-annonce sur son site, en ajoutant une précision. Nous espérons que vous verrez d'abord ce trailer comme il doit être vu, c'est-à-dire en salle. Ha! Et assez rapidement, on va se rendre compte que ça peut participer au succès du film, et ça va devenir la norme. Fight Club montre 5 trailers sur son site, et New Line Cinema fera de même pour présenter le plus grand film de tous les temps, Le Seigneur des Anneaux. Fallait juste télécharger QuickTime ou Real Player 8. On parlait des plans et des montages qui vont toujours un peu plus vite. Mais vous savez ce qui va vite aujourd'hui? Tout. Je vais pas vous faire un compte rendu de comment se passe aujourd'hui la diffusion des bandes annonces. Vous le savez aussi bien que moi. Teaser, pré-teaser, teaser de teaser, teaser épileptique au début des bandes annonces, trailer en format vertical, trailer tronqué, modifié pour cacher des éléments de l'intrigue. Tout est diffusé à large échelle, constamment, tout le temps. Une bande annonce devient quelque chose qu'on attend. C'est un événement presque aussi important que le film. Tout est décortiqué, analysé. La moindre image peut créer une polémique sur les réseaux ou faire des centaines de milliers d'articles. Bref, je dis pas que c'est mal ou bien, je dis juste que c'est comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le marché, il est tellement saturé que c'est une tendance devenue normale. Il faut réussir à se démarquer du reste, réussir à créer, à montrer le truc qui va faire briller la bande-annonce, et donc le futur film. Entre autres, créer la polémique par la bande-annonce ou par des effets d'annonce, c'est devenu normal aussi, c'est voulu. Et il y a plein de choix qui sont faits dans le but de créer la polémique. Vous savez très bien de quoi je parle. Et donc en parler, en mal ou en bien, vous parlez du film. Je dis vous, mais c'est pas forcément vous avez compris, j'espère. Ça peut aussi être vous. Et un peu moi. Je suis toujours super content de voir les bandes annonces. C'est même un moment que j'adore au cinéma. Mais je me fie jamais aux annonces, aux trailers ou quoi que ce soit qui est dit avant la sortie d'un film pour me faire un avis. J'en attends plus grand chose si ce n'est d'être agréablement surpris une fois en salle. Aujourd'hui on assiste aussi à un autre phénomène. Les films qui sont en fait des bandes annonces pour les suivre. Et là on va surtout parler de l'écurie Marvel forcément. Parce que dès qu'un nouveau film Marvel sort,
Le premier extrait volé qu'on trouve sur internet et une des premières choses dont on parle, c'est pas du film lui-même, c'est de la scène post-crédit. En gros, ce film, qu'est-ce qu'il annonce pour la suite? Et parfois on se retrouve donc devant des films qui ne sont que des bandes annonces pour de futurs films potentiels. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, je vais pas me pencher plus que ça sur à quoi ressemblent les bandes annonces aujourd'hui. Vous le savez très bien, elles sont partout, tout le temps, et je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose, je dis juste que c'est comme ça. Et ça m'intrigue par contre de savoir vers quoi les bandes annonces vont évoluer par la suite. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Aujourd'hui on regarde une bande annonce des années 2000, ça c'est odeur des années 2000. Et ça m'intrigue à votre avis, à quoi vont ressembler les bandes annonces dans les années à venir? Bien, alors, cette vidéo est également une bande-annonce. Ce qui va se passer, c'est que je vais sortir une prochaine vidéo dans laquelle on va plutôt revenir sur des bandes-annonces originales, intrigantes, des qui ont su marquer leur époque et le film qu'elles annonçaient. En espérant que ce petit décor vous aura plu, mais surtout que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, à pouce bleuser la vidéo ou à la partager si elle vous a plu, et à la commenter si vous avez d'autres informations. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques et certainement littéraires. C'était Projet Ventilo. A très bientôt.